et bienvenue à ce webinaire sur le thème des comportements de filles. Je suis Cécile Atrux, éducatrice spécialisée au CRAIF. Bonjour, je suis Larissa Santos, psychologue au CRAIF. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs thématiques. La définition du comportement des filles, l'analyse fonctionnelle, les grands principes, prévenir les comportements des filles et le plan d'intervention. Et puis nous conclurons par des échanges. Première partie, définition. Qu'est-ce qu'un comportement des filles? C'est dans les années 1980, dans les pays anglo-saxons, que cette définition prend son origine. Donc je vous la cite. Comportement d'une intensité, fréquence ou durée telle que la sécurité physique de la personne ou d'autrui est probablement mise sérieusement en danger. Un comportement susceptible de limiter ou d'empêcher l'accès et l'utilisation des services ordinaires de la cité. C'est une définition d'Emerson en 2007. Donc c'est suite à des recherches et au phénomène d'ouverture des institutions vers la cité et l'inclusion progressive des personnes avec handicap dans les services ordinaires de la communauté que ce terme de comportement des filles est né. D'autres termes similaires peuvent être employés, notamment par la Haute Autorité de Santé en France, comme trouble du comportement ou comportement problème. Ce qui est intéressant dans le terme de comportement des filles, c'est l'idée qu'on va plus loin que le problème. Il y a comme un challenge, comme le souligne en anglais le terme challenging behavior. On fait de ces comportements des filles pour l'environnement, l'entourage, un changement plus positif. Donc l'idée, c'est d'aller vers un mieux. Précisons les termes un petit peu de la définition. On parle de comportement des filles un petit peu à partir d'un seuil anormal d'intensité, de fréquence, de durée de comportement. La définition insiste également sur la notion de sécurité et d'inclusion pour la personne. Donc par extrapolation, cela parle également de prendre en compte la qualité de vie et la santé de la personne. Un petit exemple, un enfant qui a un comportement de courir dans les couloirs de son centre de loisirs à chaque atelier peinture, ce comportement va représenter potentiellement un danger pour l'enfant et il ne pourra pas profiter de ces activités. Cela pose donc un défi pour les animateurs, les accompagnants, et de trouver du coup des solutions qui permettent d'assurer la sécurité de l'enfant, du groupe, et de permettre à l'enfant de participer à l'atelier. Ce que montre bien cette définition également, c'est la prise en compte systématique de la situation dans l'analyse fonctionnelle du comportement. On ne peut pas attribuer le comportement simplement au fait de la personne. On ne peut pas faire du comportement des filles un caractère lié au fonctionnement cognitif d'une personne, de sa personnalité ou de son diagnostic. C'est beaucoup plus complexe. Tout comportement des filles, tout comportement problématique, il est toujours aux prises avec l'environnement. Quels sont ces comportements des filles? Comment on peut les catégoriser? Alors, on définit environ 6 catégories. On peut noter les agressions sur autrui, par exemple mettre un coup de poing, tirer les cheveux, frapper avec sa main ou un objet. Les automutilations, se mordre la main, se cogner les parties dures du corps, comme la tête, les épaules, se couper un doigt, frotter son sexe sur un objet jusqu'à se blesser, par exemple, ça arrive. Voilà, c'est des choses plus ou moins difficiles à vivre aussi. La destruction de matériel, jeter un objet, déchirer une feuille de papier, lancer une assiette. Troisième catégorie, les perturbations, s'enfuir, crier très fort, crier des insultes par exemple. Les stéréotypies, alors, petite définition des stéréotypies, sont des mouvements ou des paroles répétitives, comme le flapping, les écholalies. Et dans leur utilisation normale, elles permettent à la personne de se réguler. Dans ce cas, ce n'est pas considéré comme un comportement des filles. C'est à partir du moment où l'intensité, la fréquence ou la durée devient trop forte, trop anormale, on parle alors de comportement des filles. Une dernière catégorie concerne l'alimentation, comme par exemple les vomissements, cracher, avoir des comportements de pica. Passons à l'analyse fonctionnelle du comportement. Alors, comment faire évoluer ce comportement des filles dans le sens d'une amélioration? Comment le modifier? On utilise une technique
qui suit les principes de l'approche de l'analyse appliquée du comportement, ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Juste pour expliquer ça, donc c'est une branche de la psychologie qui se concentre sur l'étude de comportement. Donc elle se divise en 3 catégories, donc l'ABA, le behaviorisme qui est la philosophie derrière cette science, et l'analyse appliquée expérimentale du comportement, dont Cécile va nous en parler plus longuement. Alors, brièvement, l'analyse appliquée du comportement suit certains principes. Un premier principe de modification du comportement via le renforcement. Puis, cette approche aussi dispose de techniques pour faciliter l'apprentissage de nouveaux comportements, comme l'analyse de la tâche, apporter des guidances et réduire progressivement ces guidances par l'estompage. Il y a aussi le travail à partir de la motivation de la personne, par la recherche d'intérêts, l'évaluation de ces intérêts réguliers, qui constitue vraiment un travail très important, très long en ABA. Comme a dit Cécile, donc, nous allons privilégier cette approche-là parce que c'est celui qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Donc, suivant ces principes de l'ABA, on peut modifier ces comportements des filles par une technique spécifique qu'on appelle l'analyse fonctionnelle du comportement. Cela consiste à spécifier les relations fonctionnelles existantes entre le comportement d'un individu et son environnement. C'est une définition de Skinner, un behaviorisme. Cette analyse va donc répondre à la question « Quel est le but de ce comportement dans cette situation ? Quelle est sa fonction en réalité ?» Tout en gardant l'objectif de montrer pourquoi il apparaît, pourquoi il se maintient, pourquoi il revient et dans quelles conditions. Petite précision sur le comportement des filles, il peut avoir différentes fonctions. C'est vraiment l'analyse fonctionnelle qui va nous indiquer quelles hypothèses poser sur la fonction. Par exemple, on repère un comportement de se mordre chez un enfant en classe pendant un exercice de grammaire. La question fil rouge est quel est le but de se mordre pour cet enfant dans cette situation. Nous allons analyser chaque partie de la situation dans laquelle est apparu ce comportement. Ce qui se passe avant et l'environnement, les antécédents, le bruit, l'exercice de grammaire, l'organisation de la classe, la consigne. Puis on va noter ce qui s'est passé ensuite, ce qui vient juste après, c'est-à-dire on va analyser ce qui pourrait augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de renforcement dont je vous parlais tout à l'heure en décrivant l'ABA. En gros, les conséquences, c'est-à-dire qu'une fois que ce comportement problématique a eu lieu, quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce que ça a donné par la suite? Donc, par exemple, on réduit son exercice de grammaire à la suite de ce comportement, ce qui veut dire qu'on aura observé que cela correspond à enlever quelque chose de désagréable pour la personne. On aura un comportement de mordre parce que ce comportement aura une fonction d'évitement de l'exercice de grammaire. On développera ça un petit peu plus tout à l'heure. Quel est le sens aussi de l'analyse fonctionnelle? C'est aussi de comprendre le fonctionnement cognitif, étant donné que nous ne voyons que la partie émergée de ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire voilà, la partie apparente du comportement des filles. Nous avons tendance à être souvent dans le jugement social et nous pouvons, par l'analyse fonctionnelle du comportement, mieux comprendre, mieux répondre aux besoins de la personne, mieux comprendre la partie invisible, la partie immergée, comme là la métaphore nous suggère, de l'iceberg, qui correspond à la diète de fonctionnement chez les personnes TSA. Et de plus, cela va nous permettre aussi de chercher à mettre en valeur les compétences de la personne, qui peuvent aussi passer inaperçues sous de nombreux comportements des filles. On va éviter aussi des situations qui laissent place aux croyances, au jugement social, aux effets d'attente de l'environnement. Par exemple, dans certains environnements, voilà, il est courant de croire, d'avoir des effets d'attente où on ne peut pas dire à la personne un non. Donc il faut pouvoir argumenter cette affirmation et cela va passer du coup par l'analyse fonctionnelle du comportement. Voilà, est-ce que effectivement on ne peut pas lui dire non à cause de son âge développemental, son état émotionnel, est-ce que c'est sa priorité d'apprentissage? On va un peu explorer tout ça. Et nous allons faire plus tard, parce que nous aurons encore 3 webinaires au cours de l'année. Le prochain, le 25 juin, mais nous allons aborder dans un de ces webinaires justement l'état de stress et les croyances auxquelles, par exemple, les professionnels ils peuvent avoir sur les troubles du comportement.
Et je voulais ajouter aussi des environnements, du coup, aussi véhiculent des idées plus ou moins explicites que la personne ne peut pas évoluer ou résumer la personne en réduisant à quelqu'un d'agressif. Voilà, ça n'aide pas la personne à évoluer. Donc cette analyse fonctionnelle va nous permettre de l'aider à s'améliorer. Alors juste pour compléter ce que vient de dire Cécile, on a parlé aussi un peu de le manque en théorie de l'esprit, c'est-à-dire la difficulté que les personnes autistes elles peuvent avoir, par exemple, à attribuer des pensées à l'autre, de supposer des choses à l'autre, et également une difficulté en cohérence centrale. Donc la cohérence centrale, c'est cette capacité à organiser dans un tout cohérent les différentes informations prises dans un contexte précis et réajuster nos connaissances en fonction du contexte. Donc, il y a aussi la question des déficits de fonctions exécutives, donc des difficultés, par exemple, dans l'élaboration des stratégies, d'avoir une flexibilité mentale, dans la planification des tâches à accomplir. Donc, toutes ces difficultés-là vont aussi nous aider à comprendre, dans l'analyse fonctionnelle du comportement, les comportements des filles. Passons aux étapes du processus de l'analyse fonctionnelle. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par une description précise du comportement. On va ensuite relever les différents antécédents contextuels, les antécédents immédiats et les conséquences du comportement, la fréquence, la durée des comportements. On va faire le choix d'une hypothèse fonctionnelle et on mettra ensuite en place un plan d'intervention. Comment décrire le comportement? Donc le comportement, on va le décrire de manière le plus précise possible. Il doit être observable. Par exemple, être assis versus être calme. Être calme, ce n'est pas assez précis. Voilà, on ne peut pas le visualiser. Tout le monde ne pourra pas dire ce qu'est être calme et on ne donnera pas la même image pour chacun. L'idée aussi, c'est que le comportement doit être mesurable. Faire 10 demandes en 1 heure, crier pendant 2 minutes, versus il n'arrête pas de crier, c'est pas assez précis. Doit être aussi spécifique à la lecture du comportement, chacun doit pouvoir se l'imaginer de la même façon. Donc par exemple, se taper la tête versus 4 fois en 30 minutes versus il s'énerve. Donc l'idée, c'est vraiment de donner le plus d'informations possible sur la fréquence, le taux, la durée, le lieu du comportement. Alors, on sait que pour les professionnels qui travaillent dans le médico-social, c'est souvent un peu fastidieux d'être dans cette observation et dans cette mesure de la fréquence, du taux et de la durée du comportement. Ceci étant, c'est extrêmement important de pouvoir faire cela parce que parfois, justement, les professionnels ils sont amenés à accompagner les personnes autistes, par exemple, dans les consultations chez des praticiens, des psychiatres, des pédopsychiatres. Et effectivement, si on arrive avec justement un peu de ce qui peut être perçu comme des jugements de valeur, comme il est énervé ou il n'arrête pas de crier ou il est violent, ça n'a pas du tout la même valeur d'information que d'apporter des preuves concrètes des observations qui ont été faites sur les terrains, que dans un certain laps de temps, la personne, elle a cogné, tapé ou elle se fait mal tant de fois. Donc il faut vraiment apporter des informations qui sont vraiment fruits d'une description, d'une mesure dans le temps factuel. Ensuite, on va noter un petit peu les antécédents. Donc là, je vais vous parler des antécédents contextuels. Donc on peut définir plusieurs catégories d'antécédents. Les contextes de la personne et biodéveloppemental, le contexte social, le contexte physique. Donc le contexte physique va prendre en compte la qualité de vie de l'environnement au niveau environnement, au niveau aménagement de l'espace, l'organisation du temps, de l'espace, les possibilités pour la personne autiste qui est susceptible d'être sensible au phénomène de prévisibilité. Donc on va observer un petit peu tout ce qui a trait à la prévisibilité. Le matériel aussi qui est disponible, voir s'il est adapté ou non. Ensuite, on verra aussi le contexte social, on observera la qualité de vie, mais plus sur le plan des relations, des vies affectives, voilà, savoir comment la personne est inclue, si elle a un cercle familial, social, amical, etc., par rapport à la situation du comportement problème. On verra aussi du coup l'histoire du patient, hein, c'est important aussi, très tôt la personne fait aussi ses propres expériences et va
établir des stratégies d'évitement, etc., pour réagir et pour assurer aussi son confort personnel. Voilà. Le contexte de la personne et biodéveloppemental concerne donc tout ce qui est un petit peu somatique, tout ce qui concerne la santé et le sensoriel, notamment au niveau du sommeil, au niveau de la médication. Voilà, on va faire un petit peu un état et puis on prendra en compte l'état émotionnel qui est très important chez la personne avec autisme notamment. Voilà, qui peut être sujet aussi à beaucoup de fluctuations liées à son manque de communication notamment. Et on se servira donc dans nos observations de ce petit schéma, voilà, qui est un petit peu le fil conducteur de notre analyse fonctionnelle. Voilà, après avoir décrit en B behavior le comportement, on observe ses antécédents en A. Parlons du modèle complet fonctionnel. Et on fera un petit focus sur du coup les conséquences qui sont notées du coup en dernier lieu. Donc là, vous pouvez voir le modèle complet d'une analyse fonctionnelle avec notre schéma ABC. Donc vous pouvez noter les événements contextuels, vraiment ce qui précède, et on voit l'influence des événements contextuels sur les antécédents immédiats qui précèdent juste le comportement. On voit que les antécédents immédiats ont une influence sur l'apparition du comportement problème. Le comportement problème va avoir une influence sur l'apparition de certaines conséquences, elles-mêmes conséquences qui vont avoir aussi un effet rétroactif sur la réapparition du comportement problème dans le temps, en ayant cette influence par les événements contextuels qui vont replacer finalement les possibilités d'émergence du comportement. Alors, quelque chose qui est important aussi à soulever, c'est le fait que les événements contextuels, parfois, ils n'apparaissent pas juste avant le comportement des filles. Ils peuvent avoir eu lieu quelques jours, même quelques semaines avant l'apparition du comportement des filles. Et souvent, on peut entendre ça de la part des professionnels en se disant il n'y a pas eu d'antécédent immédiat, nous n'avons rien observé qui pourrait effectivement expliquer, déclencher ce type de comportement. Donc il faut savoir que les événements contextuels aussi, ils ne précèdent pas nécessairement immédiatement le comportement. Ce qu'on voit vraiment dans ce modèle fonctionnel, en gros, c'est le maintien du comportement des filles. Qui s'organise entre l'environnement contextuel, les déclencheurs et la boucle de renforcement au niveau des conséquences. Alors, petit résumé là de notre schéma ABC, donc les antécédents, ce qui se passe avant, les éléments déclencheurs, les conditions, la manifestation du comportement problème et ensuite les conséquences du comportement. L'idée ici, c'était de vous montrer un petit peu comment noter les choses. Voilà, là, on vous présente une grille d'analyse fonctionnelle simple. Il y en a d'autres, mais celle-ci est couramment utilisée. C'est une des plus simples. L'idée, c'est vraiment de noter le plus précisément le comportement, le lieu, l'activité, les antécédents, les conséquences. On note la date et chaque occurrence de comportement. Voilà, dans les commentaires, on peut rajouter des choses sur la durée et la fréquence. Un focus, du coup, sur la fonction des comportements des filles. Donc, après avoir rempli notre grille, on va commencer à pouvoir se poser la question de la fonction et faire une hypothèse fonctionnelle. La fonction va s'orienter soit vers l'obtention d'événements désirables, soit vers l'évitement d'événements indésirables. Donc, on peut soit obtenir des stimuli internes, soit obtenir des stimuli externes, comme on peut en éviter ou en échapper. Ça va se traduire par de la recherche d'attention, de l'évitement d'attention, de tâches difficiles, de changement de routine, d'interruption d'une activité. On voit aussi en bleu deux facteurs aussi, ce sera la recherche aussi d'évitement de la douleur. Voilà, ce qui est important aussi dans l'analyse fonctionnelle, on en reparlera ensuite, Larissa. C'est vraiment voir un petit peu comment la personne gère son somatique. Est-ce qu'elle cherche à éviter une douleur? Et ça se passe vraiment en amont de l'analyse fonctionnelle, mais ça peut correspondre aussi à une hypothèse à un moment dans une analyse fonctionnelle.
Oui, ce qui est très important, ce que vient de dire Cécile, c'est que si les personnes elles adoptent un comportement difficile, un comportement défi, c'est que c'est quelque chose qui marche en fait de leur point de vue d'adopter ces comportements-là. Donc les comportements défi, ils permettent à l'enfant ou à la personne adulte d'accéder à quelque chose ou à quelqu'un, donc obtenir ou demander, comme a dit Cécile, ou d'éviter quelque chose ou quelqu'un, de s'échapper ou de protester. Et il faut aussi avoir en tête que parfois, un comportement défi, il peut avoir plusieurs fonctions. Un petit exemple du coup d'une analyse complète. Donc, le comportement, l'enfant crie et se met au sol en conservant sa tablette dans les mains. Les antécédents, à la maison, l'enfant joue sur sa tablette, le parent lui demande de venir prendre le bain. Et conséquence, le parent ne donne pas le bain. On voit là l'hypothèse qui a été faite, c'est d'éviter de prendre le bain. On s'est fixé sur vraiment les antécédents contextuels de la situation. Apparemment, voilà, c'est une situation assez simple. Une personne TSA peut-être en situation d'évitement de certaines stimulations sensorielles. Voilà. Ça peut être des événements, des comportements un peu plus complexes. On en reparlera dans peut-être différents webinaires. Alors, là, nous allons voir un peu l'analyse fonctionnelle du comportement et justement comprendre des aspects fonctionnels des comportements des filles. D'accord? Donc, la première chose à avoir, c'est qu'il faut en premier toujours éliminer les causes somatiques, donc tout ce qui est expression de la douleur, avant de partir sur d'autres hypothèses de fonction du comportement. Donc globalement, un comportement, il a pour fonction donc la recherche d'attention, donc c'est souvent un moyen privilégié pour la personne d'affirmer son existence, de pallier parfois certains déficits dans les habiletés sociales. L'autostimulation. Donc l'autostimulation, c'est parfois une manière aussi de s'auto-réguler. Toute autostimulation n'est pas nécessairement un comportement défi. Tout dépend, comme on l'a bien dit Cécile, de la fréquence, de la durée et du type aussi d'autostimulation. Donc effectivement, s'il s'agit de quelqu'un qui se frappe la tête, l'arcade sourcilière, des extrémités, etc., qui se donne de coups, qui s'automutile, même si cela lui procure une autostimulation, il est clair qu'il faut absolument arrêter ces comportements. Parce que ça met en danger sa santé. Voilà, la santé de la personne. Échappement à une contrainte. Donc ça veut dire lorsque la personne, elle veut échapper à une contrainte sociale de tâche, quelque chose qui lui est demandé, qu'elle estime qui est contraignante ou aversive pour elle. Donc parfois, nous les professionnels, on ne se rend pas nécessairement compte que certaines de nos pratiques sont parfois un peu en mesure d'attiser les missions de comportement des filles. Obtention des renforcements. Donc parfois, les comportements des filles peuvent avoir cette fonction d'être un moyen d'obtenir des gratifications tangibles, par exemple un jeu, un jouet, au social. Donc c'est là où la communication, elle prend vraiment toute son ampleur parce que parfois, un comportement des filles permet aussi d'avoir une pause, il permet d'avoir de l'aide ou une interaction avec une personne en particulier. Expression de l'anxiété, donc c'est vraiment des troubles du comportement qui sont générés parfois en vue de réduire ou d'échapper à une émotion anxieuse. Nous avons échappement à la fin des comportements rituels. Donc on voit l'échappement souvent, par exemple, chez les personnes avec une déficience intellectuelle qui présentent des stéréotypies et des conduites d'agression. Donc les stéréotypies, elles peuvent donc avoir une fonction de réduire une anxiété sous-jacente et lorsque les milieux vont interrompre ou interdire l'expression de ces stéréotypies, la personne elle peut montrer une conduite agressive du fait que son rituel contre l'anxiété, il n'a pas pu se poursuivre. La résolution d'un conflit, donc c'est lorsque l'agression elle va fonctionner comme une stratégie de résolution du conflit interpersonnel. Donc c'est un conflit qui génère une augmentation de l'anxiété et de la peur. Donc les personnes aussi, en général avec une déficience intellectuelle, elles ont des difficultés d'établir des relations de cause à effet dans ces relations et elles vont avoir tendance parfois à prêter
des intentions hostiles aux autres. Nous avons aussi l'expression de la frustration, donc c'est aussi très présente avec les personnes avec une déficience intellectuelle légère, moyenne ou sévère. L'opposition, donc c'est vraiment l'expression d'un refus, d'un déni ou d'une opposition à un ensemble de phénomènes. Il faut aussi penser à l'opposition parfois comme le seul moyen pour la personne d'affirmer, de faire connaître aussi sa parole. L'expression d'un manque de socialisation, donc c'est vraiment le manque général d'habilité sociale et communicationnelle, donc cette difficulté de nouer des relations durables avec les autres. Et en dernier, la présentation atypique d'un trouble psychiatrique. Donc, c'est vraiment ce qui arrive avec le double diagnostic, donc la présence simultanée, par exemple, d'une déficience intellectuelle et d'un trouble psychique en même temps. Donc, ces socles-là de double diagnostic, ils peuvent vraiment être un socle d'expression de comportement défi. Donc on va parler un petit peu là de la prévention de comportement défi. Donc comme je vous disais avant de parler d'autres exemples de fonctionnalités de comportement, sachez qu'environ 80% des comportements défis sont liés à la douleur. Donc c'est vraiment un chiffre quand même assez important pour qu'on puisse insister et le citer ici. C'est-à-dire que lorsque vous avez un comportement défi qui apparaît de manière brutale, soudaine, la première chose à envisager, c'est vraiment est-ce qu'il y a un problème somatique, est-ce qu'il y a une douleur quelconque, parce que nous savons très bien que chez les personnes autistes, la douleur, elle est bien ressentie, mais c'est son expression qui est différente, qui peut s'exprimer d'ailleurs par des pleurs, des cris, des gémissements anormaux, ou l'apparition ou exacerbation justement de comportements d'automutilation et d'agitation. Donc la personne, elle ne pourra pas toujours exprimer la douleur de manière claire. Donc tout changement soudain et brutal de comportement, c'est la première chose à envisager. Alors, certains professionnels peuvent nous dire je n'ai pas d'infirmière, je n'ai pas de médecin dans mon établissement. Effectivement, c'est plus compliqué d'envisager la piste somatique sans la présence de ces professionnels-là. Toujours est-il que, par exemple, un protocole douleur peut être mis en place, c'est-à-dire que on peut proposer un Doliprane, par exemple, à la personne et justement voir s'il y a un apaisement, s'il y a un changement de comportement quelques minutes après, suite à la prise, par exemple, d'un antidouleur. Donc ça peut effectivement faire vraiment privilégier cette piste-là de la cause somatique. Vous avez aussi dans cette diapo-là donc, un petit livret qui a été créé par le Groupement national de centres de ressources autisme, le GNCRA, qui explique bien la prise en charge de la douleur chez les personnes autistes. Et vous avez un premier exemple de grille. Il y en a plusieurs types, comme la grille d'évaluation de la douleur déficience intellectuelle. Vous avez aussi, là par exemple, c'est un autre exemple de grille. Donc celle-là, elle s'appelle donc l'échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec troubles du spectre de l'autisme. Alors une chose importante sur ces questions sur ces échelles de la douleur, c'est qu'il est essentiel d'établir un état de fonctionnement de la personne à un temps zéro. Pour créer cet état de fonctionnement, cette référence-là, il faut passer cette grille-là une première fois lorsque la personne, elle va bien, pour pouvoir lui définir une norme qui est propre. Là, on compare la personne qu'avec elle-même. Donc, il ne faut pas passer cette grille justement lorsque la personne, elle va très mal. On l'a fait une fois quand la personne, elle va bien. Et puis, on répète 3 mois après afin de réajuster le référentiel initial. Et ensuite, à chaque fois que cela est jugé nécessaire en raison de l'observation d'un changement de comportement, on la fait repasser. On est toujours un peu dans la prévention et en même temps un peu déjà dans l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'étudier les répertoires comportementaux du sujet, de préciser les points de vue des contingences, c'est-à-dire faire un effort de décentration et voir les événements du point de vue de la personne. Alors, je vous rappelle que les contingences, c'est vraiment la relation entre l'environnement et les comportements. Donc, l'environnement, c'est qu'est-ce qui a pu déclencher,
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelle est la réponse que la personne elle a eue? Est-ce que les réponses qu'on donne, elles viennent renforcer ces comportements ou pas? Évaluer les capacités de communication, donc ce que la personne elle peut exprimer, mais surtout comprendre. On entend souvent parler d'autodétermination, hein, de la capacité quand même d'agir et de provoquer des objectifs sur une vision d'avenir. Donc l'autodétermination, elle est très importante d'être prise en compte dans la possibilité de la personne de décider et effectivement de pouvoir aussi, on va en parler un petit peu plus tard, la question d'évaluer la communication, parce que parfois, peut-être qu'on propose des choses, on fait des demandes qui sont quand même incompréhensibles pour la personne, même si ça peut nous paraître complètement évident. Ça n'en est pas le cas pour les personnes autistes. Donc, connaître les particularités sensorielles, donc ça a été vraiment montré que justement les particularités sensorielles, elles vont avoir une incidence énorme dans les troubles du comportement. On peut parler par exemple des profils des personnes par exemple qui vont être dans une recherche de sensations et qui peuvent, du fait de leur hyposensibilité, aller chercher les stimuli dans l'environnement. Par exemple, quelqu'un qui va à la fois sentir ses selles, chercher des odeurs très fortes. Donc, c'est des profils, par exemple, la recherche des sensations. Et dans un autre versant complètement opposé, des personnes qui sont justement dans l'évitement des sensations. Donc ça, par exemple, ce sont des profils sensoriels qui peuvent présenter pas mal de comportements défis. En dernier, la question en fait de valoriser les ressources de l'entourage. Hein, donc ça aussi, ça fait partie de l'analyse fonctionnelle du comportement. Souvent, on met beaucoup l'accent sur ce qui ne va pas. Mais là, il faut aussi qu'on puisse s'intéresser aussi justement aux expériences positives de la vie de la personne et les rôles aussi des émotions agréables pour elle. C'est-à-dire quel type de pensée ou de comportement est susceptible d'améliorer son bien-être. Les comportements épanouissants, on sait très bien que lorsqu'ils ne sont pas renforcés, ils courent le risque aussi de s'étendre. Donc on doit aussi repérer et en faire une analyse fonctionnelle aussi de ce qui marche, de ce qui fonctionne, dans le but d'augmenter leur fréquence et leur diversité. Encore dans la prévention, là, on va parler, je vais essayer de parler rapidement de pairing, mais je peux passer quand même toute une journée à vous en parler de ça. Ça, c'est vraiment la première chose à faire lorsqu'on veut travailler avec une personne autiste. D'ailleurs, qu'on soit aidant, qu'on soit professionnel, tout le monde est concerné, tout le monde doit faire du pairing. Donc en ABA, les pairings est le processus de construction au maintien d'une relation plaisante avec la personne. Je vous dirais aussi que c'est plus que ça, c'est vraiment établir la confiance avec la personne et c'est vraiment la première chose qu'on doit faire avec n'importe qui qu'on vient de rencontrer, c'est-à-dire avant de lui demander des choses, c'est effectivement d'avoir sa confiance et que finalement, cette personne, elle a envie aussi de nous faire plaisir et de faire quelque chose avec nous qui soit agréable. Donc, il s'agit tout simplement de s'associer à des stimuli ou des objets dans une activité plaisante ou d'intérêt pour la personne. Donc, lorsqu'on rencontre une personne autiste, donc, on est plutôt un stimulus neutre. Et on peut devenir un stimuli plaisant ou d'intérêt pour la personne, comme on peut devenir aussi quelque chose d'extrêmement aversif pour la personne. Donc tout dépend en fait de la relation qu'on va nouer avec elle. Donc il s'agit en gros, si vous voulez, de beaucoup jouer avec l'enfant, ou de passer des temps très agréables avec un adulte autiste et de proposer de nouvelles activités pour lesquelles la personne elle va s'identifier. En tout cas, c'est simplement s'intéresser à ce qu'elle aime, chercher des renforçateurs potentiels, pouvoir aussi se surprendre en fait avec les intérêts restreints que ces personnes elles peuvent avoir. Voilà, dans les pairings, on cherche ces renforçateurs potentiels, donc tout ce qui intéresse la personne et qui va agir sur sa motivation. Alors là, on vous a mis un petit tableau et c'est vraiment un exemple de séance de pairing. C'est-à-dire, avant qu'on commence à faire du pairing,
C'est essentiel aussi de pouvoir observer la personne et de commencer déjà à chercher quelques renforçateurs pour pouvoir utiliser dans la séance de pairing. Sur Internet, vous avez des sites qui vont donner des listes, en fait, des exemples en fait, de renforçateurs pour la personne. Donc, il faut trouver déjà ces renforçateurs potentiels, y compris dans les particularités de fonctionnement sensoriel et cognitif de la personne. Vous trouvez aussi des renforçateurs. Avoir les contrôles des renforçateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que pour que la personne elle vous associe à ces renforçateurs, il faut que ce soit vous, que vous soyez la personne qui va donner, qui va rendre possible à la personne d'avoir ces renforçateurs, l'accès, exactement. Donc on identifie et on donne ces renforçateurs-là aussi dans des moments opportuns. On le donne sans aucune exigence, c'est-à-dire que quand on fait du pairing, on n'est pas dans des apprentissages, on n'est pas dans la demande de dire, d'obéir à des consignes. On le donne tout simplement sans exigence particulière. On nomme ces renforçateurs aussi avant de pouvoir le donner à la personne. On modélise par un picto, par un exemple d'objet. Et on renforce de manière différente les comportements d'approche, donc le fait que la personne elle s'approche, qu'elle regarde, que finalement elle s'intéresse, qu'elle sourit, qu'elle tend le bras vers nous. Donc c'est des moments où il faut effectivement qu'on puisse avoir un moment de plaisir, avoir cette notion d'étonnement, de plaisir, être souriant, être joyeux, pour que le pairing puisse fonctionner. Et j'ai envie de dire aussi qu'un pairing qui est bien fait, il dure toute la vie. Ça vaut toujours le coup de le faire. Il est toujours extrêmement important de le faire. Alors, parfois, les professionnels me disent « bah moi, j'ai pas fait ça, c'est trop tard ». C'est jamais trop tard pour faire du pairing. On peut toujours aussi arrêter un peu les apprentissages et revenir en arrière pour faire un bon pairing avec la personne. Et sachez aussi que le pairing, il est utilisé, par exemple, pour introduire aussi après des nouveaux apprentissages et de nouveaux renforçateurs. Donc, il va vraiment permettre d'augmenter la motivation de la personne et justement de faire en sorte que la personne elle soit heureuse en fait d'être avec vous, de travailler avec vous, avec la personne qui l'accompagne. Voilà, donc au début de toute prise en charge, mais aussi au cours des interventions, c'est nécessaire d'utiliser et de faire beaucoup de pairing. On va parler un petit peu là maintenant des choses qu'il faut faire aussi en amont de l'analyse fonctionnelle aussi, c'est donc évaluer les compétences cognitives de la personne. Alors, pourquoi évaluer les compétences cognitives de la personne, le fonctionnement? Déjà pour voir le niveau d'efficience intellectuelle de la personne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une déficience ou pas du tout. Donc justement pour connaître aussi ses forces et ses besoins en matière de mémoire, d'attention, de langage, mais aussi dans sa capacité aussi de réguler ses propres émotions. Donc c'est très important, par exemple avec les compétences cognitives, on peut utiliser la WISC ou par exemple avec des personnes qui sont non-verbaux, des tests qui s'appellent la KABC. Dans l'évaluation de la communication expressive, c'est-à-dire de la capacité de s'exprimer et réceptive, donc de comprendre les énoncés, il y a l'utilisation d'un test qui s'appelle le COMFOR ou COMFOR 2. Donc c'est un test qui est utilisé par des orthophonistes et des psychologues, mais qui peut être aussi utilisé par des éducateurs. Ils peuvent être formés aussi à ce type de test, parce que c'est essentiel d'évaluer le type de communication. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour communiquer avec la personne, pour lui permettre de faire des demandes. Donc par exemple encore, dans l'évaluation du profil cognitif ou du fonctionnement exécutif, nous avons aussi la BRIEF, qui est un questionnaire permettant de repérer de façon écologique les fonctionnements cognitifs exécutifs d'enfants et d'adolescents à travers ses répercussions dans la vie quotidienne, familiale et scolaire. Les évaluations de compréhension et adaptation sociale, alors je pense que beaucoup de monde connaît déjà une échelle qui s'appelle la Vineland 2, mais nous avons aussi d'autres tests comme les TTAP, le EFI. Je n'oublie pas non plus, on va en parler un peu de toutes les questions de particularités sensorielles. Donc dans l'autonomie, donc il y a plein d'autres tests, je ne pourrais pas tous les citer. Dans l'évaluation des particularités sensorielles, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, pour les adultes, il y a un test qui s'appelle la ESAA qui évalue la réactivité sensorielle de l'adulte avec TSA
par l'observation de comportements dans sa vie quotidienne ou lors d'une séance d'évaluation standardisée à l'aide d'une mallette sensorielle, donc qui va être composée de différents objets et matériaux sollicitant les sens. Mais il y a aussi les profils sensoriels de Dunn, qui a une échelle et celui de Bogdachina. Ces types d'évaluations-là, elles vont pouvoir établir quand même un profil et surtout la possibilité de mettre en place des aménagements. C'est-à-dire qu'une évaluation sensorielle, elle sert surtout à pouvoir aussi adapter l'environnement aux besoins de la personne. Donc par exemple, identifier les hyper et hyposensibilités. Donc les hypersensibilités, sur le plan comportemental, elle va désigner par exemple une réaction de comportement exagéré à un stimulus sensoriel. Donc cette réaction, elle est généralement associée à un affect négatif ou à la détresse de l'enfant. C'est essentiel de comprendre s'il y a effectivement des hyposensibilités ou des hypersensibilités, ou si c'est justement ces profils dont on en parlait tout à l'heure, par exemple de recherche de sensations ou d'évitement de sensations. Nous avons de plus en plus de recherches, par exemple comme les travaux de Laurent Motron sur les surfonctionnements du traitement perceptif de bas niveau. Nous avons aussi Gepner et Tardif en 2006 qui parlent beaucoup des hypothèses de déficit du traitement temporel de l'information sensorielle. Donc il y a vraiment des chiffres aujourd'hui qui montrent que plus de 90% des personnes autistes, avec un trouble en tout cas autistique, présentent au moins un type d'anomalie sensorielle. Donc ces perturbations sensorielles, elles vont contribuer aussi à expliquer des problèmes relationnels et comportementaux des personnes autistes. Donc c'est très important d'évaluer aussi tout ce qui est sensoriel et pouvoir s'ajuster aux particularités. Alors il y a parfois des personnes qui me disent nous n'avons pas les moyens de faire un profil sensoriel, de faire une évaluation sensorielle avec un psychomotricien. Alors, vous pouvez aussi déjà essayer de tout simplement de tester des aménagements, même si la personne n'a pas un profil sensoriel, comme par exemple le port d'un casque, l'ajustement de la luminosité, se tenir en retrait de l'agitation, de bruit, et effectivement bien observer si cela a un impact, si ça procure un apaisement à la personne. Donc, rien n'empêche, même sans profil sensoriel, déjà de mettre en place des aménagements. Approche préventive et médicale, donc on a déjà parlé sur ça, la question de la douleur. Créer un environnement favorable et motivant. Ici au CRAIF, je fais la pub, mais nos éducateurs, ils font des ateliers sur justement les structurations du temps, de l'espace. Il s'agit de tout ça, c'est de créer quand même un environnement qui va surtout faciliter la communication et la compréhension des consignes par l'enfant ou par les adultes, en utilisant les pictogrammes, en utilisant les gestes ou en utilisant des objets, mais aussi la manière aussi dont on s'adresse aux personnes, c'est-à-dire utiliser un message oral qui est court, qui est direct, sans deuxième degré. Tout ça, ça veut faciliter aussi. Augmenter l'aide pour des comportements positifs, c'est-à-dire qu'on oublie aussi parfois de justement pouvoir renforcer quand le comportement il est positif. Varier et réévaluer les renforçateurs pour maintenir la motivation, parce que ce qu'on observe souvent, c'est qu'aussi les renforçateurs, ils peuvent perdre de leur force. Plus la personne elle a accès à ces renforçateurs, plus il va, avec les temps, un petit peu perdre de sa force. Donc, il est toujours nécessaire de continuer à observer, à s'intéresser, à s'étonner de ce qui... Et voilà, pour pouvoir justement diversifier ces renforçateurs et promouvoir des interactions positives. C'est ce qu'on a déjà parlé un peu par rapport au pairing. Maximiser la cohérence de l'environnement humain. Donc, effectivement, avec ce qu'on avait dit, donc mettant en place un système de communication alternative augmentée, et surtout de la question de l'autodétermination, c'est-à-dire de permettre à l'enfant de faire une pause, de pouvoir dire non, je ne veux pas, faire des choix, ou je suis fatiguée, ou voilà, trouver en tout cas la bonne modalité de communication avec ces personnes-là.
Toujours dans la prévention, donc intervenir sur les antécédents, l'événement contextuel, comme je vous ai dit déjà, le fait qu'il faut bien connaître le fonctionnement de la personne et, par exemple, changer les guidances. Une fois qu'on comprend quand même cette boucle comportementale qui mène au comportement des filles, cela va nous permettre d'intervenir avant et effectivement de prévenir. Donc on sait que cet antécédent-là, il peut déclencher un comportement des filles, donc on va effectivement être très attentif un peu sur les antécédents. Comprendre et anticiper les situations sociales, donc en utilisant les scénarios sociaux, les vidéos, les jeux de rôle, mais bien sûr, tout ça ne peut être utilisé que lorsqu'on connaît les niveaux cognitifs et l'efficience intellectuelle de la personne, sinon on va parfois proposer des choses qui ne sont pas adaptées, donc il faut faire très attention à ça. Aider dans la compréhension et la gestion des émotions, donc en identifiant les émotions, les communiquer dès que l'agitation est repérée, etc. Donc il y a plein d'outils éducatifs très chouettes en fait pour faire ce travail un peu de régulation des émotions et voilà, ne pas hésiter à guider la personne. Alors, les plans d'intervention, on va bien sûr faire d'autres webinaires où on va quand même se pencher avec beaucoup plus de temps sur les questions d'intervention. Mais voilà, comme on l'a dit, on va surtout agir sur les antécédents, travailler beaucoup cette question de structuration de l'environnement. Par exemple, dans les plannings individuels, quand on parle effectivement de la structuration de l'emploi du temps, l'utilisation des pictogrammes, d'objets réels, des mots écrits. C'est-à-dire que le but, c'est ne pas simplement donner l'information par le langage oral, mais avoir à côté de ça, un picto qui va étayer la parole que je viens de dire, ou un geste qui va le signer, ou même un objet qui pourra le représenter. La séquence d'activité, c'est vraiment de décortiquer la tâche en sous-tâches de manière visuelle, afin que la personne elle identifie des étapes et qu'on puisse vraiment guider la personne sur chaque étape. Donc ça va vraiment permettre un apprentissage progressif. Tout apprentissage doit commencer par quelque chose de facile et qui donne envie à la personne. Par exemple, l'utilisation du time timer qui est vraiment la possibilité de donner une prévisibilité à la personne autiste, de voir le début, les déroulements de l'activité et surtout de pouvoir anticiper la fin. Je pense qu'on est toujours plus serein quand on sait quand est-ce que quelque chose elle va s'arrêter aussi. Et utiliser des objets facilitant les transitions, parce qu'on sait que ce sont des moments quand même délicats qui peuvent être compliqués. Et un objet qui représente la prochaine activité, ça peut aider justement à la transition. En dernier, donc on en a parlé déjà, renforcer positivement, donc donner quelque chose d'agréable. Exemple, donner accès à une balle sensorielle après une demande adaptée de l'objet. Renforcer négativement, c'est-à-dire enlever quelque chose de désagréable, donc réduire les temps de l'exercice ou donner un Doliprane pour diminuer la douleur. Ce sont des exemples en fait de renforcement négatif. La contingence de renforcement, donc donner un renforçateur. Donner un renforçateur en fonction de la fréquence observée préalablement pendant laquelle la personne ne montre pas de comportement défi. Donc ça, c'est très important. En dernier, ne pas oublier qu'un comportement, comme on a déjà dit ici, il a toujours une fonction. Il sert toujours, c'est-à-dire que si la personne elle utilise un comportement problématique, c'est qu'à ses yeux, à elle, il est efficace, il lui sert à quelque chose. Donc, avoir aussi en tête qu'en dépendant du contexte, un comportement, il va avoir des fonctions différentes. Donc, c'est pour ça que c'est, dans la plupart du temps, extrêmement difficile, voire impossible, de pouvoir fournir de réponses types. Parce que chaque comportement, il est unique. Donc, il faut toujours qu'on comprenne bien ce qui s'est passé comme antécédent, comme contexte, pour pouvoir effectivement faire une analyse fonctionnelle. Donc, enseigner de comportements aussi alternatifs et identifier la source de renforcement à fournir pour laisser place à un comportement approprié. Je vais vous donner juste un dernier exemple par rapport à ça, avec des personnes, par exemple, qui vont être un peu dans l'automutilation et qui vont, par exemple, se taper beaucoup la tête, les extrémités, etc. Eh ben,
Parfois, l'analyse, le profil sensoriel, établir un profil sensoriel de ces personnes, elle va nous montrer des gros besoins dans le versant proprioceptif au vestibulaire, et en donnant la possibilité à ces personnes de se stimuler, d'avoir beaucoup de stimulation vestibulaire, ces types de stimulation-là, elles vont pouvoir pallier et même remplacer ce besoin de se stimuler en se frappant la tête, en tout cas d'automutilation. Voilà, conclusion et échange. Donc, bien définir de quoi on parle, c'est ce que disait, insistait beaucoup Cécile, sur la question de décrire objectivement un comportement. Plus on le décrit objectivement, moins on sera dans les jugements de valeur. Prendre en compte les somatiques avant toute intervention, c'est vraiment la première chose à faire. Il faut vraiment pas sous-estimer la place de la douleur dans les comportements des filles. Bien connaître la personne, son fonctionnement et ses ressources. Donc, en faisant un bon pairing, on y arrive à ça. Évaluation aussi. Voilà, une évaluation, mener une analyse fonctionnelle. Donc, pas seulement du comportement des filles, mais aussi des choses qui fonctionnent, des choses positives. Proposer une intervention et ne pas oublier d'évaluer l'intervention. Voilà, rester positif. Donc, une diminution de l'intensité ou de la fréquence est déjà une petite victoire de comportement des filles. Ouais, même si le comportement des filles ne disparaît pas. Merci de votre attention. Merci Larissa. Merci et à bientôt au 25 juin au prochain webinaire.